le Mali est une terre de dignité. C'est une terre qui a une longue histoire. C'est une terre dans laquelle l'Afrique se reconnaît. Et c'est pourquoi je dis, le combat du Mali aujourd'hui, tous les peuples le soutiennent parce que ça redonne l'espoir. L'espoir de pouvoir s'assumer, de dire non quand ce n'est pas bon pour notre pays, de dire oui librement quand c'est bon. C'est ça le véritable enjeu. Alors certains vous demandent aujourd'hui de sortir de l'UEMOA, de sortir de la CEDEAO. Est-ce que la question est quelque part à l'ordre du jour? C'est une question qui fait partie des mesures de riposte sur le long terme. S'il y a le choix à faire entre la restauration de la dignité de notre peuple, de sa souveraineté, de son intégrité, de la personnalité du Malien, s'il y a un choix à faire entre ça et sortir de ces organisations, je crois que le peuple malien avisera le moment venu. Mais ma conviction, c'est qu'on n'en arrivera pas à ça. Parce que ni le Mali, ni la CEDEAO. Parce que, vous savez, les conflits, on sait comment ça commence. Personne ne sait comment ça se termine. Et ce conflit-là, comme on dit en Bambara, on est en train de nous faire une mauvaise guerre. On ne peut pas aimer le Mali plus que les Maliens. Ceux qui nous donnent les leçons, est-ce qu'ils peuvent aimer le Mali plus que les Maliens? Le président de la transition, c'est un jeune officier qui a fait 18 ans, depuis 2002, il était sur le théâtre des opérations. Il a interrompu des formations à l'extérieur pour venir diriger des équipes commando, pour desserrer l'étau sur des militaires qui ont été pris dans des zones où ils ne peuvent pas s'en sortir. Est-ce que des hommes comme ça, quelqu'un peut s'asseoir dans son palais à l'extérieur pour dire qu'il aime le Mali plus que lui? Pour dire qu'il faut retourner à l'ordre constitutionnel? Mais l'ordre constitutionnel, on se prépare à y retourner. C'est le même discours qu'on a tenu en 2013. En 2012, le président est tombé. On a refusé de faire le diagnostic. On a dit élection, élection, élection. Il y a même un président qui a dit « je ne vais pas tolérer le report ». On a installé un président parce qu'on a refusé de faire le bon diagnostic. En 2018, disons, quand la CEDEAO a déposé son rapport, elle a fait le diagnostic, le président a refusé, mais nous ne voulons plus tomber dans ça. Alors, vous avez parlé de cette CEDEAO sous influence extérieure dans le communiqué d'ailleurs que le gouvernement a publié pour condamner les sanctions. Vous avez regretté que, je cite, des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales au dessein inavoué. Êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un? Si oui, de qui? Je ne dis pas qu'elle est la solde de quelqu'un, mais ces décisions sont manifestement influencées par des prises de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est survenue en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence de leadership éclairé et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%. Mais qui a détruit la Libye pour répandre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire allez-y, coupez le Mali en deux? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit on va diviser le Mali, vous donner l'indépendance. Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEAO, vous savez, elle parle de forces d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ceux qui veulent nous intimider, notre peuple et notre armée les attendent de pied ferme. Mais en 2012, il y a eu un sommet de la CEDEAO à Dakar, à l'investiture du président de mon frère Macky Sall. À ce sommet de la CEDEAO, comme par hasard, surgit le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé. Et quand la CEDEAO décide d'une force d'attente de 3000 hommes pour libérer le Mali, M. Juppé dit non.
Mais 3000 hommes, c'est trop par rapport à 500 combattants irrédentistes. Vous avez vu? On continue. Le Mali et la CEDEAO, à travers l'Union africaine, demandent la création d'une force internationale qu'on appelle la MISMA, créée par l'ONU. Vous savez ceux qui ont commencé à dénigrer la MISMA? C'est les diplomates français, les écrits existent. On a fait traîner les choses. Quand on a constaté l'absence des capacités de la MISMA, on a créé la MINUSMA. Qu'est-ce qui a été dit à la création de la MINUSMA? Allez-y, la résolution. On est venu nous dire après que les opérations de maintien de la paix, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand on l'a mené, qu'est-ce qu'on a dit aux Maliens? C'est pour les aider à lutter contre le terrorisme. Mais je ne suis pas sur ça. L'opération Serval, quand c'est intervenu, le 11 janvier, qu'est-ce qui a été dit? 3 objectifs par le président français, repris par son ministre de la Défense. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait 9 ans après. L'intégrité du territoire, disons le terrorisme au lieu d'être détruit, il a quitté l'extrême nord pour prendre 80% du pays. L'intégrité du territoire à la date d'aujourd'hui n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année, nous nous sommes opposés à une résolution. Donc vous tirez vous-même la leçon. Mieux, est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, certains qui se sont réfugiés dans le camp de la MINUSMA, on les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'était un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Faye-Largeau. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes? C'est documenté ce que je dis. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il leur dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là. Le Mali, comme j'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, et ça ne fait qu'empirer. À la fin, c'est la désintégration de l'État. La suite, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer que la lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présidence, ni aux affaires étrangères. L'original est en France. Quand nous on en a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles ils montent le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relu ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Donc, je continue. Le 17 novembre 2015, le commandant de Barkhane a tenu une conférence de presse ici, où il a accusé les mouvements signataires. Il dit que certains ont les pieds avec les mouvements terroristes et un pied dans l'accord. Mais ça, c'est quoi ça?
La lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2013 indique clairement appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Konna, à Gao. Arrivés à l'extrême nord du pays, ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir la MINUSMA, interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire, alors qu'ils proclament que c'est pour recouvrer l'intégrité du territoire. Donc il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal, et la réalité que nous voyons, c'est on arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Tassiga, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronef pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous croyez qu'on va rester dans ça? Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens, et nous les avons aujourd'hui. Dieu merci. À moins de 7 mois de la rectification de la trame, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation. Et vous allez plus loin, vous interdisez le survol de notre territoire par des aéronefs militaires français. C'est très simple. C'est la CEDEAO qui a pris les mesures pour dire qu'aucun avion de la CEDEAO ne vient chez nous. Le lendemain, on débarque des Maliens à l'aéroport de Paris qui avaient déjà leur billet d'embarquement en leur disant c'est les militaires qui ont interdit que l'avion atterrisse à Bamako, ce qui n'était pas vrai. Hier, avant d'embarquer, on leur dit non, c'est l'Élysée qui a dit que les vols sur le Mali sont annulés jusqu'à la Nouvelle-Temps. Mais pendant qu'ils font ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut être cohérent. Pendant qu'ils font ça, un avion quitte un pays de la CEDEAO, il pénètre sur notre territoire, ne sachant pas qu'aujourd'hui on s'est doté des moyens de surveillance. On l'identifie. Quand il a su qu'on l'a identifié, il éteint le transpondeur. Quand il a compris qu'on continue à suivre son mouvement, il éteint la radio. Il vient, il débarque, il le retourne. On ne lui dit rien. Nous avons fait un communiqué hier pour les mettre en garde. Mais pendant qu'on nous dit qu'il y a une force d'attente qu'on prépare contre nous, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion? Pourquoi il rentre sur notre territoire? Pourquoi il se cache? On est obligé de se poser des questions. Mais nous avons dit d'arrêter cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire. Monsieur le Premier Nous ministre, demandons à nos amis de nous aider, mais ils ne peuvent pas aimer le Mali plus que nous. alors, vous dénoncez donc cette influence française, si on a bien compris. Est-ce que vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Russie? Non, il y a pire que tout ça. C'est pas, vous savez, il y a une phrase que j'ai dite à l'ONU qui a choqué quand j'ai dit qu'ils nous ont abandonnés en plein vol. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, dans le Sahel, il y a 2 groupes terroristes. Vous avez le JNIM et vous avez l'IGS. Le territoire de prédilection du JNIM, c'est le territoire malien. L'IGS, c'est dans la zone des 3 frontières. Un jour, alors qu'on a un accord de défense, le président français décide, parce qu'on a fait des nominations qui ne le plaisent pas au Mali, il dit qu'il arrête les opérations militaires, sans nous aviser. Et l'accord sert à quoi donc? Quand on est partenaire, on s'assoit, vous nous dites il est temps de partir, nous allons partir dans 2 mois, dans 3 mois, vous préparez, on prend les emprises. Mais vous dites comme ça à un sommet, nous partons. On nous abandonne, on va se concentrer sur l'IGS. Donc, comme pour nous dire, pour le JNIM, faites, occupez-vous-en. Mais nous n'avons compris le message. Mais quand vous laissez ces emprises, vous voulez nous empêcher aussi de chercher des partenaires. Mais c'est quoi ça? Vous pensez que vous faites les frais aujourd'hui de votre rapprochement avec la Non, Russie? nous ne faisons le frais de rien du tout. Nous cherchons les moyens pour défendre notre peuple.
Nous voulons avoir notre autonomie de décision. Maintenant, cette campagne qu'il y a contre nous, comme je l'ai dit, ce terrorisme diplomatique, médiatique et psychologique contre nous, ça ne nous fera pas bouger d'un iota. Nous sommes dans des relations de coopération avec l'État russe, comme on l'est avec d'autres États. Je ne sais même pas pourquoi il ne parle que de la Russie. On est dans des relations de coopération avec plusieurs États, avec lesquels on paye des armes. Mais ce que nous ne comprenons pas au niveau de la CEDEAO, et je vais vous dire pourquoi souvent on parle d'intérêts étrangers. Lorsque cette histoire de ce qu'ils appellent Wagner, entre parenthèses, est sortie, ceux qui l'ont sorti, ils ont dit d'abord c'est des rumeurs. Ensuite, ils ont dit c'est la presse. Mais certains d'entre eux sont venus nous demander, est-ce que c'est vrai? On a donné des explications. C'est un pays européen, c'est un pays américain. Aucun chef d'État africain n'a appelé notre président, n'a envoyé quelqu'un ici. Ils se sont limités à ce que la presse d'un autre pays dit pour organiser un sommet, pour prendre des résolutions sur des rumeurs véhiculées par les ministres d'un autre pays, par la presse d'un autre pays. Qu'est-ce que ça leur coûtait de téléphoner au président, d'envoyer des émissaires pour en savoir plus? Qu'est-ce que ça leur coûtait? Mais ça rentrait dans une stratégie de diabolisation du Mali, aller jusqu'à la tribune de l'ONU, mettre dans les discours des chefs d'État quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Même celui qui vous a mis ça dans la bouche dit c'est des rumeurs. Vous partez inscrire à l'ordre du jour d'un sommet où ce n'était même pas prévu. C'est à 3 heures du sommet qu'on a inscrit le Mali à l'ordre du jour. C'est un sommet sur la Guinée. Mais quand on a toutes ces informations, qu'est-ce qu'on va penser? Mais les Occidentaux persistent et signent. Vous utilisez des mercenaires de Wagner, vous avez démenti, mais quelques semaines après votre démenti, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Vous savez, moi j'ai envie de répondre à certains que la guerre psychologique, là, nous, ça ne peut pas nous perturber. L'intoxication, l'intimidation ne peut pas nous perturber. Ce qu'on nous demande, comme disaient les Africains, cabri mort là, que tu les mets au frigo ou bien tu les laisses en putréfaction, ça change quoi? Il est déjà mort. Notre pays est occupé par les terroristes. Comme dit un grand homme d'État chinois, le chat, qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris, c'est Deng Xiaoping qui le dit. Nous cherchons un partenaire pour libérer notre pays. Nous sommes tournés vers notre partenaire historique en matière de défense. Les 80% de nos officiers ont été formés en Russie. Les 80% de nos équipements avant le démantèlement de notre armée étaient formés en Russie. Nous nous sommes retournés vers la Russie, qui est un vieil ami, qui nous a tendu la main, et d'autres pays que je ne veux pas citer parce que, comme ils ne veulent pas parler, ils ne veulent parler que de la Russie. Mais ils se mettent à crier. Donc, nous devons rester. Tous les jours, on tue des centaines de Maliens dans les villages. On prend des résolutions sans nous. La dernière résolution, on amène une résolution à l'ONU pour décider de 2200 militaires supplémentaires de l'aménagement. On n'a pas vu le projet. On n'a pas discuté. On ne sait pas quel contingent vient là-dedans. À quelle fin il vient? Ils vont être où? Tout cela parce que le Mali est devenu un État vassal. Nous avons dit à l'ONU, à notre ambassadeur, de dire non. Lorsque nos frères tchadiens récemment, quand les Français ont décidé d'abandonner les emprises au nord, nos frères tchadiens, ils ont dit qu'ils ont besoin d'augmenter de 2000 hommes, leurs hommes pour mieux se sécuriser. Mais on a réglé sur une base bilatérale. Il n'y a pas eu de problème. Donc, ce qu'on veut faire du Mali, les dirigeants qui sont à la tête du Mali aujourd'hui ne sont pas de cette agence-là. Ce n'est pas des hommes qui sont heureux d'être, qu'on les tape sur les épaules, qu'on les donne des satisfecits, des bons démocrates, des bons dirigeants, d'aller faire la nuit dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit en Europe. Ce n'est pas ces hommes-là. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des patriotes dont certains ont risqué leur vie pendant des années. Nous voulons restaurer la dignité
l'indépendance, la souveraineté, la fierté du peuple malien et des Africains. C'est tout. Vous avez parlé de l'ONU, Monsieur le Premier ministre, réunion du Conseil de sécurité ces derniers jours, le Conseil qui est apparu divisé sur la question du Mali. Est-ce de bon ou de mauvais augure pour nous? Je voudrais saisir votre question pour remercier de façon particulière la Russie et la Chine, deux pays amis qui, de toutes les façons, ont toujours été aux côtés du Mali dès le lendemain de son indépendance. Tous les moyens que l'État malien a eu en son temps pour affirmer sa souveraineté, son indépendance économique, militaire, diplomatique, il les avait acquis, entre autres, dans le cadre de la coopération chinoise et russe. Je voudrais donc les remercier encore de façon particulière pour ce soutien à notre peuple. Vous savez, le Conseil, de toute façon, il y a des débats à caractère idéologique et géostratégique. C'est des débats auxquels on est habitué. Lorsque certains pays portent des résolutions, d'autres les soutiennent systématiquement. Vous avez vu, il y a quelques fois quand même où les gens ne se comprennent pas. Par exemple, dans cette histoire qu'ils appellent Wagner, mais les Américains ont eu la courtoisie d'envoyer parler avec nous. Nous leur avons donné nos explications. Ont-ils été convaincus ou non, c'est autre chose. Mais les voisins qui sont là, ils n'ont pas eu ça. Quand on massacre des villages, 30, 40 personnes, vous avez ce qu'ils appellent les forces internationales, qui sont stationnées à moins de 10 km. Pendant des heures, elles ne font rien. Et si on a des hélicoptères, on veut survoler pour aller, il faut qu'on demande l'autorisation. Mais on va rester dans ça? Mais non, on est sorti de ça. Aujourd'hui, nous avons les capacités de projection et de destruction des terroristes. Ce que nous avons fait entre le 28 décembre et le 10 janvier, le 28 décembre 2021 et le 10 janvier, en termes de résultats probants, c'est plus que ce qu'on a fait pendant les 10 dernières années, réunis. Mais il y a eu le blackout total, on n'en parle pas, on dit 6 soldats sont morts. On envoie, les terroristes vont attaquer quelques postes de gendarmerie, de douaniers, de péage. Nous avons décidé de faire la peur change de camp. On va là où ils s'organisent. Ils ont leur stock d'armes. C'est là-bas qu'on va les chercher. Mais on ne parle pas de ça. Et les Maliens, ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance en vous-même. La principale force d'une nation, c'est de croire à son propre génie, de croire à sa capacité de s'assumer. Et toute l'Afrique nous regarde. Ne décevons pas l'Afrique.